Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, recap de l'UFC 252. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Matinale aujourd'hui. Bah oui, on a passé la nuit devant l'UFC. Et exactement, et notamment ce main event, Daniel Cormier, Stipe Miocic 3. Stipe Miocic qui reste champion, victoire logique par décision unanime, mais, et c'est pas un petit mais, un combat qui aurait été marqué par la hypo. D'abord, Miocic qui s'en prend un assez violent, et le deuxième, où là c'était terrible, parce que vous auriez vu Rust logiquement outré, parce que c'est vrai que Daniel Cormier ne pouvait tout simplement plus voir de l'œil gauche, ouais, et il n'a même pas été examiné par les médecins. Ouais, puis il a quand même, par son hypoc, Miocic a quand même réussi à créer un strabisme où on avait l'impression, en tout cas, l'œil s'est à moitié fermé, mais d'une manière super bizarre. Enfin, t'avais un peu l'impression de voir, tu sais, t'avais des flashbacks de l'œil de Bisping un petit peu. Parce que ce qui était monstrueux, c'est qu'il met le hypoc sur, à la différence de Cormier où c'était des hypocs, on va dire, c'était pas vraiment des frappes. Là, il met le hypoc sur un 1-2, en fait. Ouais, donc, c'est genre un hypoc et après je viens forcer. Donc, dur. Non, honnêtement, c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas amené les docteurs, c'est vrai que c'est ce que tu me disais, bon bah du point de vue de l'UFC, à la limite ça peut se comprendre parce qu'ils veulent pas arrêter le combat ou quoi que ce soit. Et le combat aurait effectivement été arrêté, hein, parce que Daniel Cormier ne pouvait pas voir. Tout simplement, donc Daniel Cormier ne voyait rien et enfin on a cette expérience maintenant de Bisping qui a perdu un œil. Alors c'était pas un hypoc évidemment, c'était un coup à l'arrière de la tête, mais voilà comme quoi l'œil est une région, on le sait, mais particulièrement fragile. Et même Miocic après le deuxième combat. Et Miocic après le deuxième combat, il a passé, la raison pour laquelle il a mis autant de temps à revenir, c'est parce qu'il avait l'œil déchiré en fait, à cause des hypocs. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça change. Le Pride avait des gants qui recourbaient un peu les doigts et tu devais forcer pour les mettre comme ça peut être une solution. Un certain Trevor Whitman et même le Bellator aussi ont des gants qui sont un petit peu mieux de ce côté-là. Voilà, et Trevor Whitman effectivement qui travaille de manière étroite avec l'UFC. En fait, il avait dit dans le podcast avec Joe Rogan, c'est juste des histoires d'exclusivité, des histoires qui font que sa société Onyx qui développe des gants qui eux aussi sont empêcheraient ou en tout cas les réduiraient énormément les hypocs et c'est juste que c'est pas encore mis en place, etc. Donc en attendant on a toujours ce problème de hypoc qui est là, franchement ça a probablement changé le combat. Enfin changer le combat, oui et non, parce que c'est vrai que quand on regarde, Stipe Miocic s'en est pas vraiment servi et Daniel Cormier, comme il a abandonné sa lutte, même avant le hypoc, il passe quand même à ça de se faire finir au deuxième round. Et au deuxième round, il n'y a toujours pas le hypoc. Ouais. Après, forcément, ça change quelque chose sur ta confiance, sur la manière dont tu peux avancer, dont tu peux faire tes enchaînements et répondre à ce que tu vois arriver ou du coup ne vois pas. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé probablement autant que ça aurait pu. Complètement. Mais en tout cas, ouais. Et de toute façon, le combat il s'est passé tellement de choses. Dès le premier round, c'est quand même marrant. Enfin, effectivement, comme au deuxième combat, en fait, dès le premier round, DC commence un peu debout et on sentait que déjà, premièrement, au niveau de la garde, il était plus du tout en mode contrôler les mains vers l'avant comme ça, une garde très très haute et beaucoup de mouvements de buste. Alors là, la main droite, elle était collée au corps. Il était beaucoup plus en mode traditionnel anglaise pour ne plus se laisser autant d'ouverture au corps. Du coup, et il a aussi fait des low kicks un peu plus, il a aussi mis des front kicks. Et on avait l'impression dès le premier round qu'il avait aussi cette volonté de moins vouloir striker pour aller direct à la lutte. C'est ce qu'il a fait. Et on était en mode, ok, ça y est, donc le DC 2.0 est là. Cher à Ross. Mais d'un autre côté aussi, ce qui est intéressant, c'est que Miocic avait aussi fait les ajustements. Donc Cormier gagne ce premier round, mais de peu face à un Miocic qui s'était lui aussi adapté. Ouais, Miocic, voilà, en fait, c'est marrant, on a eu les versions qu'on attendait, mais juste sur pas beaucoup de temps, en fait. Sur un round. Ouais, parce que, alors, Miocic l'a fait un peu plus longtemps. Complètement. C'est juste qu'il a fini le combat comme le bon vieux Miocic, sans mouvement de tête, un peu statique, etc. Le bon vieux qu'on aime. Ouais. D'ailleurs, on pourra peut-être parler de Junior Santos par rapport à ça. Mais effectivement, Miocic, là, les premiers rounds, c'était beau, c'était extrêmement diversifié, comme on espérait, avec beaucoup de low kicks, même des front kicks qui sont parfaits, c'est ce qu'on disait, en fait. Des attaques qui viennent plutôt du bas vers le haut, contre un Cormier qui, potentiellement faisait des mouvements de bise, de toute façon, est tout petit et plus petit, plus petit à la base, c'est forcément des trucs qui pouvaient marcher. Beaucoup d'angles, beaucoup de déplacements latéraux, beaucoup plus sur la pointe des pieds pour être beaucoup plus réactif, comme l'a dit. Impressionnant. Et comme l'a dit Cormier, et donc beaucoup plus divers aussi, direct, il allait au corps beaucoup plus vite, il diversifiait. Et comme l'a dit Cormier, c'est aussi ce qui a permis de ne pas être mis au sol aussi facilement.
quoi qu'on y reviendra, mais c'est qu'il était beaucoup plus donc sur la pointe des pieds mobile et vraiment en français, tu sais, overcommit, il ne se laissait pas embarquer par sa volonté, par ses coups, etc. Il était beaucoup plus mesuré et donc c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher en lutte, c'est beaucoup plus difficile de surprendre quand le mec est vraiment, toujours en alerte, toujours sur la pointe des pieds, toujours en déplacement, beaucoup de feintes. Il y en avait au début aussi, des angles vraiment sympas. Qui ont beaucoup gêné aussi. Qui ont beaucoup gêné. Et mais voilà, au fur et à mesure où le combat avançait, Cormier n'a plus lutté. Donc c'est extrêmement surprenant. Parce qu'honnêtement, on en avait parlé énormément. Ouais. Pour Cormier, son salut passait par la lutte. Le premier round fonctionne comme le premier round du deuxième combat. Ça, il avait dit tout le temps lors des conférences de presse, je vais lutter, c'est la petite catch, ce serait bête de ne pas lutter. Ouais. Mais pourtant, c'est vrai que je pense aussi, c'est ce que j'ai dit à Host pendant le combat tout simplement, c'est qu'il a vu que son striking aussi marchait parce qu'il gênait considérablement Miocic. Il arrivait à placer des bons coups. À la fin du premier round, il y a un flash knockdown pour Cormier. Et je pense aussi qu'à 41 ans, il avait tout simplement plus la caisse pour pouvoir tenir 5 rounds à faire de la lutte face à Miocic. C'est ce que tu m'avais dit en fait pendant le combat et c'est un truc, j'y pense pas parce que tu sais, c'est presque comme si j'avais même pas envie d'y penser. Oui, j'ai pas envie de me dire, il y a ce facteur âge et tout. Mais en fait, t'as raison. Et c'est vrai que je crois que quand tu me l'as dit, c'était au 3e ou 4e où effectivement les deux commençaient un petit peu à être fatigués. Miocic aussi a fini très fatigué. Mais en fait, voilà. C'est vrai que, même si c'est un athlète exceptionnel, la dépense énergétique, parce que du coup, admettons effectivement que ce soit vraiment Miocic qui l'ait gêné en étant sur la pointe des pieds, très léger en déplacement, ça veut dire que si vraiment tu vas aller chercher le takedown et que c'est plus facile de le timer, ça veut dire que probablement t'es obligé de vraiment faire des trucs, tu sais, ou comme on voit dans les lutteurs quand ils s'entraînent, de descendre sur un de tes genoux rapidement, changer de niveau, aller de l'avant, faire une espèce de dash et aller chercher les jambes, plonger dans les jambes et revenir si ça marche pas, un peu ce que fait Khabib, etc. Mais ça demande tellement d'énergie. Surtout dans une catégorie qui est pas, entre guillemets, naturelle pour Daniel Cormier. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faisait un parallèle intéressant, les commentateurs, Joe Rogan et tout ça, en disant, c'est quand même ouf que Costa, dans la vie de tous les jours, fait le même poids que Cormier. C'est un truc de dingue quand on y pense. Mais voilà. L'âge, le fait que, effectivement, c'est un peu comme Fedor, c'est pas la vraie catégorie, ça devrait pas être théoriquement la catégorie de Cormier selon les critères actuels, entre guillemets, de weight cutting et tout ça. Donc l'âge n'aidant pas du tout, justement, du coup, c'est probablement ça. Il ne l'a pas dit, Cormier. Cormier a dit que c'est Miocic qui l'avait gêné, mais de la même manière que, honnêtement, j'étais comme devant un film, c'est le fait que Cormier continue de combattre avec un œil en moins, j'avais envie de chialer, c'est un courage, mais c'est pas des humains normaux, ces gars-là, c'est hallucinant. Le mec se fait grosso modo, hameçonner l'œil, il se prend un espèce de coup de pilum dans l'œil au 3e round, il lui reste 10 minutes face à Stipe Miocic, en voyant rien de l'œil gauche. Donc alors, notion de profondeur, de relief, tu peux oublier tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire du point de vue du drama, etc. Extraordinaire dans le sens, c'est dramatique, mais forcément ça prend au cœur. Mais donc voilà, et Miocic ne l'a pas dit en interview, que ça aurait pu être l'âge que c'était, etc. Mais et il n'a pas dit non plus que c'était la faute de l'hypoc, même s'il a dit que l'hypoc clairement l'avait influencé. Après aussi, pour Miocic, les 2 premiers combats, il a été victime de l'hypoc. Donc c'est vrai que j'ai envie un peu, même si on peut pas complètement l'écarter, d'enlever un peu cet argument, parce que c'est vrai que le pauvre Stipe, lui, ça lui a quand même coûté un KO et 1 an d'absence quand même de la cage. Ouais, et puis j'ai du mal à croire que, vu que son œil a été autant altéré, qu'il a été obligé d'être écarté de l'octogone pendant autant de temps, tout soit revenu à la normale. J'ai du mal à croire que maintenant c'est bon, c'est revenu à 100%, il y a aucun problème, c'est impossible. Mais c'est clair qu'il va falloir faire quelque chose pour éviter ce genre de combat ou ce genre d'incident. Non, là ça devient trop, là ça devient beaucoup trop, on le voit tellement souvent. Être terrible, surtout c'est ce qu'on a dit avec Ross, c'est que Stipe Miocic l'a pas énormément exploité, mais s'il avait terminé Daniel Cormier sur ce côté-là... Ouais, c'est sur un enchaînement où il vient du côté, du coup de son côté droit, là on en aura entendu parler, quoi. Et le fait que 2 des combats auraient été aussi fortement impactés, même si le 3e l'a été bien sûr, mais voilà, s'il y avait eu finition, par les hypoc, là franchement, s'il y a bien un moment, il faut commencer à se bouger pour les gants ou pour au moins, tu sais, c'est ce que tu disais par rapport à Marc Goddard, quand il y a eu le premier hypoc dès le début, ça aurait... Normalement, c'est un point. Voilà, ça aurait dû être un point. C'est bizarre. Normalement, ça aurait dû être un point en moins parce que c'est vrai que il y a un historique et il y a le fait que
c'est un combat pour le titre, etc. On peut plus voir ce genre de choses. Alors, au crédit de Cormier, c'est vrai qu'après le premier époque, c'est vrai que tu sentais que il gardait les mains un peu plus proches, il osait un peu moins. Ouais, mais avec les antécédents, pour moi, c'est un point. Parce qu'à la différence, vraiment des coups dans les parties, pour moi, à l'époque, c'est à partir du moment où t'en as un, même si tu dis que t'es bien revenu, ceci, cela, bah t'as quand même ta vision qui est un petit peu altérée. Ouais. Et t'es plus du tout aussi serein. Parce qu'il suffit que t'avances une seule fois, tu dis le gars il met sa main devant toi, bah c'est t'as ça. cette peur. Ah, mais c'est complètement. T'anticipes, t'angoisses, et donc t'es plus le même dans tes offensives, etc. Parce que comme ce qu'on dit avec Rust aussi, c'est là le mec il se dit je vais potentiellement perdre un œil. C'est pas juste le combat, c'est que tu perds tout simplement la vue. Ouais. Et il y a quand même le précédent Michael Bisping qui, je suis persuadé, résonne un peu dans la tête de tous les mecs à se dire ouais, un œil ça peut se perdre. Ouais, oui, c'est ça, exactement. C'est réel, c'est pas juste potentiel qui n'arrive jamais. Là, c'est bon. Ouais, je peux devenir aveugle d'un œil. Et là, visuellement, ça fait flipper ce qui s'est passé quand même. C'était très chaud. Visuellement, quand on a vu genre Daniel Cormier dans le corner faire I can't see shit, et là tu dis oh, et là tu le vois se relever, la caméra vient sur lui, et en gros moi j'avais l'impression à ce moment-là qu'il y avait son œil normal et un œil qui allait genre par là-bas avec un œil à moitié fermé bizarrement. Là honnêtement, tu sais, on était à côté de l'autre et on s'est dit ok, enfin il faudrait arrêter le combat quoi. C'est là, c'est du sport d'accord. Là il va peut-être perdre son œil. Enfin évidemment je souhaite pas et on touche du bois ou n'importe quoi pour pas que ça se soit passé. Mais ça se trouve demain ou un truc comme ça, on va apprendre que Daniel Cormier il a à moitié perdu un œil, il a un problème de rétine qui fait qu'il verra plus jamais correctement. Là, le problème de rétine, c'est quasiment sûr. De toute façon. Ah ouais, non mais au ralenti, tu vois le truc s'enfoncer dans le machin, c'est horrible, c'est terrible. Sinon, pour le combat en lui-même, on note aussi Stipe Miocic qui a très bien géré, je trouve, à partir du moment où il était fatigué pour gagner du temps. Justement, maintenir Daniel Cormier contre la cage, qui était assez surprenant d'ailleurs. Ouais, oui. En fait, c'est vrai que c'est là où c'est beau. C'est que, Miocic, quand même, malgré tous ces trucs extra machin, il y a quand même dans la cage qu'il a parfaitement géré. Alors évidemment, il y avait ce nouveau Miocic beaucoup plus léger, qui avant tout ce qu'on a dit, debout. Et il y avait ce Miocic aussi qui, en clinch, on s'attend à ce que ce soit le lutteur de métier, lutteur de calibre olympique, qui domine. Là, c'est ce que disait, Dominique Cruz, il y a vraiment pas mal d'ajustements que n'attendait pas Cormier, ce qui est étonnant, mais c'est ce qui s'est passé. Il y a eu déjà le fait qu'en fait, ce que n'avait pas fait Miocic dans les deux combats précédents, ils viennent avec les deux underhooks, c'est-à-dire en gros les deux bras de Miocic passés sous les deux bras de Cormier. Alors Cormier, c'est beaucoup plus compliqué aussi de bouger quelqu'un. Ouais, déjà, alors quand t'as 20 cm de moins, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que donc c'est beaucoup plus difficile de bouger quelqu'un. Il s'en est bien servi pour récupérer Miocic, il s'en est bien servi aussi pour marquer l'esprit des juges, parce que par exemple au dernier round, il a passé pas mal de temps en double underhook. Cormier n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle. Et il y avait aussi donc quand c'était pas les deux underhooks, il y avait aussi le contrôle. C'est ce qu'a dit aussi, et c'est vrai qu'on s'en rendait compte, le contrôle du bras droit de Cormier avec l'underhook, qui fait que vraiment tu sentais que c'était drillé à l'entraînement de dingue, et c'était parfaitement maîtrisé. La vraie question, c'est Cormier, du coup, il y a un pourquoi en fait. Je pense qu'il pensait qu'il allait avoir le dessus là-dessus. Ouais. Parce que la dernière fois qu'on avait vu Stipe Miocic faire ça, c'était contre Francis Ngannou, où là il y avait un gap déjà sur le papier, on va dire. Et je pense que Cormier s'est dit, je suis à des années-lumière de lui là-dessus. Et un peu comme quand Georges St-Pierre était revenu contre Bisping, et il se disait, clairement, quand je vais être au sol, ça va être mon monde. Et c'est là que Bisping a fait le plus de dommages finalement. Ouais, non, c'est clair. C'est possible que ce soit ça, parce que je vois difficilement d'autres explications, tellement ça a été. Il n'arrivait pas à le bouger en fait. Cormier n'arrivait pas à le bouger tellement Miocic était solide, avait les positions dans lesquelles il ne bougeait pas. Hop, il saisit la main droite de Cormier avec sa main gauche. En plus, il en a profité pour mettre évidemment pas mal de coups au corps, de genoux, etc. C'était parfaitement maîtrisé de la part de Miocic. Il a fini très fatigué aussi. Et c'était impressionnant. Moi, c'est ce que j'étais vraiment choqué de voir un Miocic comme ça, où on se dit, à bout de souffle. Vraiment. Il était complètement crevé. Alors, et il s'est bien servi de ça pour gagner du temps à chaque fois. Et puis c'est peut-être ça aussi qu'il l'a aussi. Je pense aussi énormément crevé. Parce que maintenir Daniel Cormier comme ça, personne n'avait jamais fait avant. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est dans des positions comme celle-là où c'est vraiment. Il y a énormément de techniques. On l'a dit. Il y a les positionnements des bras, etc. Mais
tu sais, genre au bout de 10 secondes, quand c'est pas une progression où tu peux prendre vitesse le mec, normalement au bout de 10 secondes, Cormier est en mode ok, je suis en double underhook, je connais la défense, je fais ça, c'est bon, je suis en dehors. Là, le fait qu'il n'y arrive pas, c'est beau quand même de la part de Miocic. Et cela dit, peut-être que Cormier aussi en profitait pour gagner un petit peu de temps. Peut-être, Parce que ça s'est fait notamment à la fin. Ça a commencé vraiment au 3e round, où Cormier était pour le coup dans le dur, puisqu'il venait de passer à ça de se faire finir dans le round précédent. Oui, parce qu'on en a parlé, on en a pas parlé aussi du knockdown. Le knockdown, il est impressionnant. Ouais. Très bon réflexe quand même de DC de directement bien pour dire je suis là. Ouais. Je suis presque là. Ouais. Mais ouais, non. Miocic, magnifique, un enchaînement où il vient choper, il me semble du coup en crochet large. Ouais. Cormier qui donc, à ce moment-là, fait une erreur clairement de défense. Enfin, là, pour Cormier, de penser que la meilleure défense pour répondre à un Miocic qui arrive sur toi et qui essaie de te cadrer avec une anglaise, c'est de partir sur un mouvement de côté et pas d'intelligence vraiment sur ce mouvement-là particulièrement en tout cas parce que y a pas, il protège pas sa tête. Mais il l'a fait plusieurs fois ça. Ouais, il part un petit peu comme tu sais les Gustafsson quand ils font ces trucs-là en courant sur le côté de la cage, sauf que là c'est Cormier. Il y a une notion de, il est un peu Miocic, plus petit. Oui. C'est Cormier qui était contre la cage, c'est Miocic qui est en face. Ouais. Cormier n'a pas réussi à partir aussi rapidement. Miocic était parfaitement là. Il a réussi à le choper et à partir de là c'était très chaud. Il s'en est sorti parce que heureusement, c'était à quelques secondes de la fin du round. Voilà, mais c'était tendu, évidemment. Voilà, c'est là où ça se joue tellement à rien. Probablement que Cormier aurait plutôt dû, quand il a vu Miocic se rapprocher, soit essayer d'aller chercher le collar, soit essayer de je sais pas, un peu de ropedo, parce que du coup, il a l'habitude de le faire avec ses mouvements, etc. Mais là, partir comme ça en courant et sans regarder vraiment ce que fait Miocic, c'était le pire truc possible. Et bravo à Miocic quand même, parce qu'encore une fois, dès qu'il a touché, précision. Oh là là. Mais Miocic, en plus, c'est là où c'est pratique pour Miocic d'avoir des mains qui sont en fait des briques, des parpaings, c'est-à-dire que c'est là où même s'il n'est pas rapide au niveau rapidité des points, je pense que Cormier est plus rapide, mais comme tu le dis en fait, précision, et là quand il sent que y a l'odeur du soufre, l'odeur du sang du sapin, alors là c'est boum 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 et tu survis pas en fait. Ouais. Il reste 30 secondes de plus, je pense que c'est compliqué pour Cormier. Même s'il a réussi à choper le truc, c'est compliqué parce que t'as Miocic qui est là, à un moment donné il va te pousser la tête ou alors tu te défends pas intelligemment, l'arbitre il est obligé d'arrêter. Ouais. Et mais ouais, c'était des moments mais tellement dramatiques avec Cormier qui arrive dans son corner en mode mettez le glaçon sur la tête parce que là il y a un problème. C'est vraiment, enfin honnêtement, en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette trilogie, c'est quand même une des plus belles trilogies de l'histoire quand même. De l'histoire. Vraiment. T'es d'accord? Non mais vraiment. Vraiment, les combats, oui, mais là, ça me laisse un petit goût quand même, un petit coup. C'est triste parce que si Daniel Cormier prend effectivement sa retraite, et là, clairement, il y a aucun combat qui, moi, me fait vibrer pour Daniel Cormier parce qu'il a plus la ceinture, il a perdu, j'ai pas envie de le revoir affronter des top contenders parce qu'à son âge, ce serait terrible. Ouais. De perdre comme ça avec un Hypo qui joue un rôle énorme, quoi qu'on en dise, et même par rapport au combat précédent, c'est un peu triste, je trouve, pour lui comme sortie, mais sinon, c'est vrai que les combats étaient magnifiques à chaque fois, énormément d'incertitudes jusqu'au bout, parce que là aussi, mine de rien, Daniel Cormier, certes, il y a eu ce hypo, qui a eu ce knockdown terrible, mais il était toujours dangereux. Oh là là, non mais, enfin... Honnêtement, 4e, 5e, des bombes en crochet, et même son jab, il arrivait à doubler, tripler le jab, il arrivait à avancer sur... suffisamment intelligemment sur Miocic pour réussir à lui caler. Le crochet passait très bien. Plusieurs fois ils sont passés, et pas que en plus en position de clinch, il y a même des crochets larges qui arrivaient à passer, et c'est probablement aussi effectivement là où la fatigue de Miocic a dû jouer, parce que 4e, 5e round, les mouvements de tête, les mouvements de buste et les mouvements tout court, c'était plus compliqué. Et là, il se faisait vraiment, il y a eu des bombes qu'il a pris, mais honnêtement, tu vois qu'il a quand même encore un menton, malgré tout, ce qu'on pensait. Et ouais, non, impressionnant. Mais pareil, Miocic, en fait, j'ai presque plus envie de le voir contre Ngannou. Enfin, on en parlera bien évidemment dans un podcast qui arrive très vite. Mais pour Miocic, compliqué. Mais en tout cas, d'ici impressionnant, toujours présent, mais ce regret vraiment. Et là, ça va être vraiment intéressant d'avoir ces déclarations. Et quelque chose, j'espère aussi, qui va un peu laisser son côté combattant pour avoir adopté vraiment une espèce de neutralité, bien évidemment très compliquée, de commentateur, pour dire pourquoi il n'a pas plus lutté. Parce que même dans une situation où vous ne voyez plus d'un œil, faut jouer la sécurité. Et plutôt que de rester debout face à un gars qui est quand même ancien Golden Glove en boxe, faut tenter des takedowns, même si c'est extrêmement compliqué. Ouais. Après,
Ça me rappelle un peu, tu sais, l'anecdote de ce qu'avait dit Fernand Lopez à propos de Taylor Lapillus. Sur Taylor Lapillus, c'est un combat où c'était au 4e, 5e round et Taylor avait dit à Fernand. En Russie, c'était en Russie. Et en gros, le combat se passait debout alors que Fernand demandait en fait à ce que Taylor aille faire la différence au sol. Et en fait, Taylor, entre les rounds 4e et 5e, je crois, lui avait dit, mais le problème, c'est que si j'essaye d'aller au sol, qui se prôle, je me relève jamais. Et je pense que c'est peut-être aussi là où l'âge, la fatigue de Cormier, en tout cas la gestion de l'énergie, Cormier a dû se dire, il est quand même pas mauvais en défense de takedown, on est bien cramés tous les deux, si jamais il se prôle, on est au 5e round, si jamais il se prôle, je suis mort. Et donc c'est possible je veux aussi. dire avant. Moi, mais même avant, ouais c'est vrai. Mais avant aussi, voilà, c'est là la question. Et c'est vrai que ce serait intéressant qu'il apporte son explication. Mon cher Rust, à très vite. Big shout out to Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Le lien est dans la description si vous voulez le même t-shirt que Rusty Business. Et big shout out à My Sweet Protein, moins 38% avec le code la sueur. On se retrouve très prochainement pour parler de l'UFC. Sûrement. Allez, à la prochaine et puis bonne nuit. Et bonne nuit, ouais. Cheers. Swear.